Bonjour à tous. Logement, transport, nature, énergie, services sont autant de domaines qui participent au cadre de vie des habitants d'une ville. L'image de celui de Marseille, deuxième ville de France, est souvent ambivalent. Dans son écrin méditerranéen offrant un environnement sans pareil, les difficultés s'accumulent pourtant. Au fil des années, nombreux sont les plans annoncés par les pouvoirs publics, locaux comme étatiques, avec la promesse d'une amélioration de ce cadre de vie. Des avancées à petits pas qui n'ont jusque-là pas permis de véritablement remplir l'objectif. Quelles sont les ambitions de l'équipe municipale en place depuis 2020? Comment compte-t-elle accélérer les efforts? Quelles sont ses priorités? Que peut-on attendre du soutien de l'État et du plan Marseille en grand, qui a été présenté par le président de la République en septembre 2021? C'est ce que nous allons voir avec Patrick Amico, adjoint au maire de Marseille en charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat indigne, que nous recevons dans le cadre des Assises du logement. Bonjour Monsieur Amico. Bonjour. Alors ma première question, je vais partir d'une citation que j'ai lue de vous. Vous dites « Le logement a produit et produit encore la ville ». À Marseille, comment est-ce que cela se traduit et comment l'équipe municipale conçoit sa politique du logement au regard des spécificités marseillaises? Alors le logement produit la ville, oui, parce que c'est le logement qui est le moteur du développement urbain et aujourd'hui sur une ville comme Marseille. Mais il produit aussi la ville dans toutes ses dimensions, dans sa dimension urbanistique, dans sa dimension sociale, dans le vivre ensemble, dans la mixité. Mais il produit aussi la ville dans ce qu'elle peut avoir à certains moments de plus problématique. Le mal logement produit aussi une ville qui, au-delà d'image, est une ville du mal vivre, une ville où on est en difficulté en permanence, une ville où on est dans l'urgence en permanence. Donc pour moi, effectivement, traiter la question du logement, ce n'est pas que traiter la question d'un immeuble, c'est traiter la question des conditions de vie, c'est traiter la question des équipements publics, c'est traiter la question de l'accès, c'est traiter vraiment la question du cadre de vie en général, de populations qui, à un instant donné, ont des moyens extrêmement différents par rapport à cet accès au logement. Certains ont des moyens assez importants, pour eux pas trop de problèmes, même si les marchés immobiliers aujourd'hui, du fait de la rareté du logement, augmentent peu en masse, mais beaucoup en prix sur la majorité des quartiers de Marseille. Mais d'autres ont des problèmes vraiment qui relèvent par moment de l'action humanitaire, parce qu'ils n'ont pas accès au logement, le logement étant la base même de la vie sociale et de l'existence de l'individu dans la société. Donc c'est vers eux en priorité qu'on doit se tourner, parce qu'eux sont dans l'urgence absolue, et on voit bien que cette urgence absolue, elle s'est développée sans qu'on en prenne complètement conscience au fil des années, et qu'il faudra des années pour la résoudre. Parce que le logement, comme on l'a dit aussi, c'est aussi de l'immobilier, c'est aussi de la réhabilitation, c'est aussi du travail sur le cadre de vie qui ne peut pas se résoudre de manière instantanée. C'est une histoire, c'est finalement aussi un avenir, c'est finalement des thématiques très larges qu'il faut aborder. Et justement, dans ce que vous esquissez, comment est-ce qu'on peut établir des priorités entre la lutte contre l'habitat insalubre? On se rappelle justement de ce drame qu'il y a eu rue d'Aubagne en novembre 2018. Comment est-ce qu'on concilie ça avec la construction de logements neufs que vous abordez aussi pour répondre aux besoins et instaurer une plus grande mixité sociale au sein des espaces? Et comment on prend en compte aussi la rénovation thermique qui est importante à la fois pour l'environnement et pour les budgets des ménages également? Alors, nous sommes obligés de traiter tous les sujets en même temps. Même si nous savons tous que ces sujets ne se résolvent pas dans le même espace de temps. La lutte contre l'habitat indigne, c'est quelquefois une affaire d'heures. Lorsque vous avez un logement qui menace ruine, un immeuble qui pose problème, évacuer un logement lorsque c'est nécessaire, ça se fait en quelques minutes ou en quelques heures ou en quelques jours. Produire du logement sur du foncier qu'il faut rendre urbanisable ou selon des procédures complexes qui existent aujourd'hui ou que nous devons travailler, c'est plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'y arriver. Nous devons travailler dans la même urgence sur ces deux problèmes-là, mais en sachant très bien que nous ne pouvons pas résoudre en même temps les deux choses. Donc nous devons travailler, et nous travaillons d'arrache-pied sur les problèmes de l'urgence liée à l'habitat indigne. Ce n'est pas que le problème de l'habitat insalubre, c'est aussi le problème des populations sur place sur Marseille qui n'ont pas du tout de logement. On estime à Marseille qu'environ 6000 logements sont squattés. Ils ne sont pas squattés par plaisir, ils sont squattés par des gens qui sont sur place, qui n'ont pas de solution.
On estime à Marseille qu'il y a environ, allez, je dirais 4 à 5 fois moins de places d'hébergement qu'il faudrait. On estime qu'à Marseille, aujourd'hui, le besoin en logement social, c'est au minimum 40 000 logements tout de suite. Or, il faudrait en produire, pour avoir une trajectoire correcte, 2500 à 2600 par an. Et les agréments, même pas les constructions, mais les agréments de logements sociaux aujourd'hui, c'est moins de 850. Donc on voit que ce travail qui doit être fait se situe à des échelles de temps différentes, mais doit être mené en même temps. Et avec une diversité d'acteurs aussi avec lesquels il faut travailler. Alors, c'est un travail forcément collectif. Nous n'aurions jamais pu lancer les opérations et le travail que nous faisons actuellement sur le centre-ville si nous n'étions pas dans une logique collective avec l'État, avec la métropole, avec les différentes institutions qui nous ont permis d'avancer dans le programme partenarial d'aménagement du centre-ville. Nous ne pourrions pas avancer dans les problématiques de rénovation urbaine si dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine, le NPNRU, nous n'avions pas l'appui de l'État par les financements qui sont à la fois émanant de l'ANRU et à la fois émanant de l'ANA. Donc nous voyons bien que cette logique collective, elle doit fonctionner très en amont, elle doit fonctionner sur une vision globale, cohérente, précise de ce que nous devons faire, de ce que nous voulons faire et à quelle échelle nous voulons le faire. Aujourd'hui, ce qui est extrêmement difficile dans notre ville, c'est d'arriver à avoir une programmation très détaillée de nos besoins, même si on connaît la masse. Mais lorsqu'on parle de rééquilibrage territorial, en disant certains arrondissements ont 46% de logements sociaux de droit, d'autres ont 4% de logements sociaux de droit, mais 80% de logements sociaux de fait, et ce ne sont pas ces logements-là qui sont les plus attractifs, la plupart du temps. Nous voyons bien que cette logique de rééquilibrage territorial, elle nécessite un travail de fond, un travail politique, mais un travail lourd dans le cadre, par exemple, de la mise au point d'un plan local de l'habitat, qui n'existe pas à l'échelle métropolitaine actuellement. Deuxième métropole de France, il n'y a pas de plan local de l'habitat. Nous sommes en train de travailler, mais nous voyons bien que tout ce travail, c'est des choses qu'il faut mener de front, dans des approches collectives qu'il faut mener très très en amont pour pouvoir avoir à la sortie, dans les mois, les années à venir, des choses qui vraiment se matérialisent et qui vont permettre, année après année, de résoudre ces questions-là, non pas uniquement sur le logement social, non pas uniquement sur l'hébergement, mais sur toute la chaîne du logement à Marseille, qui pose quand même des problèmes énormes parce qu'elle est complètement bloquée. Et ça demande aussi des moyens, forcément. Quels sont les moyens dont la ville dispose ou qu'elle met en place justement pour essayer de répondre, même si elle ne peut pas tout faire seule. Et vous le disiez, il y a tout un tas d'acteurs qui participent à cette politique, qui contribuent à cette politique qu'il faut mettre en place, à cette vision globale. Quels sont les moyens concrètement que la ville peut mettre en place? Alors je vais parler des moyens de l'ensemble des acteurs. Et je vais aussi parler des moyens de la ville. Oui. Il est évident que lorsqu'il faut investir 800 millions d'euros sur le centre-ville, ce n'est pas la ville elle-même qui peut les investir. C'est l'État, c'est l'ANA, c'est la métropole, c'est la ville. Lorsqu'il faut investir 650 millions d'euros sur la rénovation urbaine plus les financements de l'ANA, ce n'est pas la ville elle-même toute seule qui peut les investir. Si la ville, c'est l'État, c'est l'ANA. La ville, elle investit dans des équipements publics. Il faut savoir que l'habitat indigne à Marseille aujourd'hui coûte à la population marseillaise 15 millions d'euros par an, 15 millions d'euros par an, que ces 15 millions d'euros vont encore être là pendant des années, voire des décennies, que ces 15 millions d'euros, c'est une dépense nette que porte le contribuable. Chaque foyer fiscal marseillais, donc qui paye un impôt, paye 65 euros par an pour la lutte contre l'habitat indigne. Chaque Marseillais qui naît aujourd'hui à Marseille paye 18 euros par an. Ça donne quand même une idée de l'énormité du problème. Et face à cette énormité du problème, la ville, que peut-elle faire? Comme je vous le dis, 15 millions par an déjà, qui sont payés par les finances de la ville, plus les aides à la construction pour le logement très social, plus une politique foncière que nous devons mener, que nous menons de manière à avoir des identifications de possibilités de terrain, plus des apports d'immeubles qui ont été achetés par la ville de Marseille et qui nécessitent aujourd'hui d'être réhabilités très vite, ce que nous allons faire dans le cadre de la société publique locale de l'intérêt national, plus le développement d'une politique d'urbanisme vraiment construite, qui soit en cohérence avec ses besoins. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Donc c'est vraiment tout ce travail-là, au-delà de l'aspect simplement financier, que nous devons mener
collectivement que la ville va continuer à vivre. Au-delà de ça, on voit aussi des quartiers, de nouveaux quartiers à Marseille, des projets de transport qui se développent. Je pense dans les quartiers autour d'Euroméditerranée, à Marseille, dont une phase est déjà en place, aux Fabriques qui se trouvent non loin. Dans le cadre des transports, il y a un grand plan métropolitain sur les transports. Comment est-ce que finalement, avec tout cela, on imagine la ville de demain? Comment est-ce que tout cela participe à faire des démonstrateurs de la ville zéro carbone en 2030, puisqu'il me semble que c'est ça l'objectif, et surtout comment est-ce qu'on embarque l'ensemble de la ville dans cette vision? Alors, je vais vous répondre dans l'autre sens. Comment on embarque l'ensemble de la ville? On l'embarque à partir du moment où l'ensemble de la ville se sent vraiment, où les Marseillais se sentent Marseillais. C'est le cas, mais vous savez, Marseille, c'est aussi historiquement des noyaux villageois qui se sont agglomérés les uns aux autres et qui se sont développés les uns autour des autres. Le transport, vous parliez du transport, est un élément fondamental là-dedans. Lorsqu'il vous faut 1h30, 1h15 pour venir des quartiers nord du centre de Marseille où vous travaillez, parce que vous n'avez pas de dispositif de transport en commun qui desserte correctement les quartiers nord, vous ne pouvez pas parler aux habitants des quartiers nord de l'unicité d'une ville ou de l'appartenance à une ville ou d'un mouvement commun. Vous ne pouvez pas leur dire ça. Il faut absolument comprendre que le rééquilibrage, c'est la question de fond et c'est vraiment le problème de fond qui va réunir tous les Marseillais autour d'une vision globale de la ville. Ça, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de démonstrateurs, les démonstrateurs auxquels vous faites référence sur Euroméditerranée, qui est une opération d'intérêt national, donc fortement portée par l'État, sont des démonstrateurs qui sont des démonstrateurs technologiques, ce sont des démonstrateurs qui sont des démonstrateurs techniques. Ce que nous recherchons, nous, ils sont intéressants, ils sont fondamentaux. Mais aller parler de démonstrateurs techniques ou technologiques à des gens qui n'arrivent même pas à se loger. Comprenons bien qu'on n'est pas dans les mêmes échelles de réflexion là-dessus. Alors le vrai problème, c'est de loger des gens aujourd'hui. Donc les démonstrateurs sont extrêmement intéressants, ils nous apprennent beaucoup de choses et on doit travailler et continuer à travailler énormément sur l'innovation. On doit le faire sur la construction neuve en disant comment est-on capable de construire plus vite, moins cher, mais aussi comment est-on capable de préserver notre patrimoine et de remettre sur le marché des logements qui n'y sont plus, ou comment est-on capable de rendre dignes des logements qui sont indignes, comment est-on capable de répondre aux questions de la précarité énergétique, pas que sur des problématiques de construction extrêmement performantes, mais sur de l'adaptation de logements en centre-ville dans des immeubles qui ont 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, et qui demain risquent de se retrouver inlouables du fait de la réglementation thermique et de l'évolution de la réglementation thermique. Donc cette question, elle est extrêmement importante, mais ces démonstrateurs, on veut les faire à la fois, oui, sur le plan technique, quelque part, mais aussi sur le plan social. C'est comment sait-on organiser, promouvoir les conditions de la véritable mixité sociale. Comment sait-on travailler sur le cadre de vie en général, sur les déplacements en général, sur ce qui fait qu'une ville, c'est un tout. Ce n'est pas uniquement un problème de démonstrateur technique, c'est avant tout un problème de vie sociale et d'existence sociale. Bien sûr. Alors pour terminer cet entretien et afin finalement de mieux vous connaître, nous allons faire un rapide portrait en 5 traits. Alors c'est des questions assez courtes, je vais vous demander des réponses aussi assez courtes pour voir un peu comment est-ce que vous vous définissiez. Est-ce que vous êtes prêts? Ah bon, toujours. Alors, la première chose, je vais vous demander un moment fondateur. Un moment fondateur, il y en a eu 2, 2017-2018. À titre personnel, j'ai toujours eu un engagement, je n'ai jamais caché à gauche. 2017, par la prise de conscience que ce qui se passait au plan national, avec les élections du président de la République et les élections législatives, allait avoir des conséquences aussi au plan local, et qu'on arrivait vraiment en fin de cycle sur une ville comme Marseille, qu'il fallait faire quelque chose. Et 2018, parce que le drame de la rue d'Aubagne a été vraiment la démonstration que ce qu'on pensait était, hélas, vrai. Ensuite, une œuvre. Une œuvre. Un tableau d'un dessinateur qui s'appelle Samivel, qui est un chamoniard, qui a fait un très joli dessin sur lequel une personne toute seule, sur une montagne, regarde au loin et dit « C'est tellement beau, dommage que je puisse le dire à personne. » C'est joli. Un lieu? Le lieu, les lieux c'est Marseille en général, mais c'est des tas de lieux, c'est tous les lieux qui émotionnellement amènent quelque chose, qu'ils soient construits ou naturels. J'aime autant ce qui se passe en montagne que ce qui se passe sous la mer, que les choses qui ont été construites par l'homme et qui ont une charge vraiment très très forte au niveau symbolique et affectif. Une personnalité? Je vais vous en citer 3.
Je vais vous en citer une première qui est Salvador Allende. Ouais. Parce que c'est une personnalité de gauche qui est allée au bout de ce qu'il pouvait faire, dans tous les domaines où il pouvait le faire, et qui l'a payé de sa vie, mais qui n'a jamais renié ses convictions. Je vais vous parler de l'abbé Pierre, qui d'une autre manière est arrivé à mobiliser tout le monde autour d'une crise, autour d'un drame, et qui a continué, et lui-même et aux personnes qui ont continué à faire vivre la Fondation Abbé Pierre, sur des tas d'approches qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Et une troisième personnalité pour moi, c'est Robert Badinter, qui a été vraiment, à un moment donné, l'homme qui est allé au bout de la logique contre toute l'opinion publique, contre tout le monde, parce que c'était l'humanité et que c'était la justice. Et pour terminer, une citation? C'est une citation moi, que j'aime beaucoup, qui a été reprise par des tas de gens et dans des tas de circonstances. C'est qu'on trouve, je peux la paraphraser, c'est qu'on trouve toujours une solution simple et claire à un problème complexe, mais qu'elle est toujours fausse. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Patrick Amico pour votre éclairage et pour cet échange. Merci beaucoup à vous également de nous avoir suivis.